L'une des solutions pour retrouver sa libido, c'est de consulter un ou une sexologue, c'est-à-dire un spécialiste des troubles sexuels, comme Catherine Blanc, qui est aussi psychanalyste. Chaque année, en moyenne 500 000 personnes poussent la porte d'un cabinet de sexologie. Mais il n'est pas toujours facile d'oser sauter le pas. Sophie a 40 ans, elle est mariée au seul homme de sa vie. Ensemble, ils ont un enfant. Elle a souhaité conserver l'anonymat pour évoquer librement sa perte de libido. Sa situation est extrêmement répandue, puisqu'on estime qu'elle concerne une femme sur deux au cours de son existence. Et vous allez voir que derrière un cas individuel se cachent des pistes de réflexion qui peuvent nous servir à tous. Petite sélection d'échanges pendant cette séance qui a en réalité duré 1 heure. Alors, je vous écoute. Dites-moi un petit peu ce qui fait votre venue dans mon cabinet. Je suis en couple avec mon conjoint depuis 15 ans et nous sommes parents depuis 6 ans et je sens que depuis cette période-là, j'ai moins de libido, j'ai moins envie. Parce que mon conjoint, même si on en discute un petit peu, a du mal à le comprendre et à l'accepter que finalement, j'ai plus forcément envie, comme il y a 15 ans quand on s'est mis ensemble. Voilà, je me dis pas à 40 ans, on est vieux et c'est fini. Le désir, c'est jusqu'à son dernier souffle. Hein. Voilà. Après, peut-être pas dans les mêmes rythmes, mais jusqu'à son dernier souffle. Après, c'est vrai que je suis dans une période où effectivement, juste des câlins, de la tendresse, juste ça, sans forcément parler de sexe à proprement parler, ça me convient en fait. Des fois, je me force pour pouvoir le satisfaire, parce qu'effectivement, le sexe, ça fait partie de la vie de couple, et si effectivement je le satisfais pas de ce point-là, je vais le perdre. Ça, c'est vous qui l'imaginez ou c'est lui qui vous dit « sinon j'irai voir ailleurs » ? Ah non, il me l'a déjà clairement dit. D'accord. Oui, même pas juste fait comprendre, il me l'a déjà clairement dit. Et alors, quand vous dites que vous vous forcez, ça entraîne quoi? Est-ce que ça entraîne des douleurs, du déplaisir, de la colère, du ras-le-bol, de l'ennui ou finalement, chemin faisant, le plaisir pointe son nez Donc c'est vrai que voilà, des fois je me dis finalement il a bien fait. Et puis des fois c'est malheureux, mais je me dis voilà, je me laisse faire et j'en ai pas pris plus de plaisir que ça. Et voilà, et puis je me dis finalement on évite entre guillemets une engueulade sur t'as encore pas voulu, tu m'as repoussé, tu m'as dit non. Quel a été votre cheminement par rapport au plaisir, si tant est que vous l'ayez découvert? Parce que ça peut être le plaisir d'être ensemble, le plaisir joyeux de faire l'amour, sans pour autant ressentir dans son ventre, dans son corps, dans sa chair, ce plaisir intime en quelque sorte. Après réflexion, ça n'a pas toujours été l'extase à chaque fois, mais c'est vrai que peut-être qu'effectivement, c'était pas forcément toujours finalement le plaisir de l'orgasme qui me faisait me sentir bien, mais peut-être finalement juste le plaisir d'avoir été ensemble. Et après, je sais pas si c'est une cassure, mais c'est vrai que c'est pas du tout la même relation qu'on avait là maintenant depuis. Bien sûr. Depuis l'arrivée de notre fils, quoi. Oui, c'est-à-dire que vous avez créé un lien tous les deux par le biais de la sexualité, ça vous a attachés l'un à l'autre, puis vous avez été animés du désir d'avoir un enfant de lui. D'ailleurs, est-ce que vous avez eu un vrai souhait, un gros souhait d'avoir un enfant? Est-ce que ça a été difficile d'être maman, de rentrer dans votre job de maman? Tout s'est très bien passé. Après, on travaillait ensemble, on avait notre entreprise, donc finalement, ça a été mûrement réfléchi. Voilà, moi, la maternité, je m'épanouis totalement dedans. J'ai allaité pendant quasiment 2 ans. Donc, il y a ça aussi qui a marqué un petit cran d'arrêt aussi, parce que forcément, il y a eu cododo pendant 2 ans, enfin quasiment 2 ans. Du coup, oui, c'est vrai que ça avait, voilà. C'est très classique que, à la naissance d'un enfant, la libido soit défaillante. Parce qu'il y a l'allaitement. Vous avez fabriqué une hormone qui permet la fabrication de ce lait, mais qui va stopper net votre désir sexuel. Donc, par définition, une femme qui allaite est en grande difficulté. Elle peut faire mécaniquement l'amour, mais elle n'est pas animée d'excitation sexuelle parce qu'elle a cette hormone qui vient complètement chanter le processus naturel d'élan sexuel. Et puis, il y a eu ce cododo qui est un bébé dans votre lit, et un bébé dans votre lit, qu'il soit entre vous ou non, il est symboliquement de toute façon entre vous. Oui, bien sûr. Oui, ça. Même les femmes qui n'allaitent pas vivent cette baisse de libido en raison d'un pic de prolactine. S'ajoute la chute de certaines hormones habituellement stimulantes, œstrogènes, progestérone, testostérone, sans compter la fatigue. Ce qu'il faut comprendre, c'est où est passé ce que votre mari, dans sa spécificité, peut vous apporter. Or, pour l'instant, ce qu'il vous a apporté, c'était une entrée dans la sexualité, c'était une entrée dans la société en tant que couple, et une entrée dans la parentalité, vous faisant un enfant. Donc, ce qu'il vous faut découvrir, et vous avez le bel âge pour ça, justement, c'est l'entrée dans votre féminité
au sens de votre épanouissement de femme. Il faut refaire ami-ami avec son corps et que l'érotiser n'est pas toujours facile selon qu'on a eu une césarienne, qu'on a eu des vergetures, qu'on n'a pas perdu son poids. Donc tout ça n'est pas très simple. Hein. J'entends ce que vous dites, mais c'est difficile de se dire que voilà, j'ai plus 20 ans, j'ai 40 ans et finalement, c'est difficile de dire que il faudrait que je reparte à la découverte d'une femme que je connais pas. C'est vrai que c'est difficile, mais je vous avouerai que c'est fondamentalement l'histoire de toutes les femmes. Oui. Je pense que, si vous savez, on parle souvent de la crise de la quarantaine. Les femmes, 40 ans, c'est le moment où elles savent qu'elles ne pourront plus faire de bébé. Donc elles vont passer à un autre stade où elles ne seront plus mêlées et emmêlées à leur histoire maternelle, mais à qui je suis, indépendamment d'être une mère. Donc fondamentalement, qui suis-je? Donc c'est souvent à ce moment-là que les femmes se questionnent, c'est souvent à ce moment-là que parfois elles partent un peu en vrille, vont voir ailleurs, c'est souvent à ce moment-là qu'elles rebattent les cartes des relations de couple pour justement se remettre au centre de l'équation. Et la première des choses, avant de vous focaliser sur la sexualité, c'est vraiment reprendre contact avec votre corps. Ça peut être par le fait d'aller vous faire masser, ça peut être dans une reprise de contact de votre corps dans sa densité, dans sa musculature, dans sa force. C'est avec cette joie à vous aimer que vous allez pouvoir aller dans un lit en vous aimant, pas en cherchant à aimer l'autre pour pas qu'il vous abandonne. Oui, c'est sûr, mais c'est vrai qu'après, finalement, ça, c'est un cheminement que je dois faire moi toute seule. Oui. Et je dois pas inclure mon conjoint. Vous l'inclurez dans un second temps, voilà, c'est ça. Mais il n'a pas à vous réparer, vous n'êtes pas blessé. Et ça va être intéressant justement que vous lui disiez, j'ai besoin d'être en contact avec moi pour venir en contact avec toi, pour arrêter d'être nourricière, sinon je suis une maman, et une maman ne peut pas désirer sexuellement son enfant. Ce n'est que le début d'un début, mais c'est un fil à tirer. Mais oui, mais c'était pas du tout sur ce chemin-là que j'aurais pu penser aller par rapport à ce que moi là je vis à l'instant T. Je vais y aller par dose homéopathique. C'est ça. Pas trop d'enfants. Sophie repart, surprise de constater à quel point ses premières pistes de réflexion sont évidentes, alors même qu'elle n'y avait jamais pensé. Son ordonnance, en quelque sorte, c'est de renouer avec sa propre intimité. Mais il existe d'autres façons de remédier au manque de désir chez les femmes. La sexologue et psychologue Kathleen Smooth propose plusieurs solutions. Et avec elle, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Barcelone, drapeau rouge, des vagues déchaînées, 12 degrés dans l'eau. Je pense qu'elle est par là, attends. Cette jeune femme de 28 ans s'est aperçue lors de ses consultations de sexologie qu'elle pouvait aider les femmes en manque de libido en stimulant leurs fantasmes des plus sages Elle est givrée. aux plus fous. Je me suis permis, Kathleen, j'ai trouvé une serviette. Je me suis dit que t'en aurais peut-être besoin. Ça va? Bonjour. Qu'est-ce que tu fais là dans la mer comme ça? Et ben, le principe, c'est quoi? C'est que depuis 3 ans, j'ai fait un projet de recherche qui s'appelait In Bed with Ocean, où on a Au travaillé... lit avec l'océan. Exactement, un projet où on a travaillé sur comment reprogrammer ces empreintes érotiques afin de pouvoir faire l'amour avec des éléments naturels ou n'importe quoi. En fait, penser le fantasme en dehors de l'humain. Parce que le fantasme humain, si on peut dire, n'est pas suffisant pour avoir un désir. Je pense que ça suffit, mais que c'est pas parce je pense qu'on peut toujours aller explorer d'autres choses. Et moi, j'ai vu que c'est aussi mon métier, ma passion, mon champ d'exploration. J'avais envie d'aller pousser les barrières un petit peu de l'imagination, du désir et de la sensualité un petit peu plus loin que ce qu'on connaît. Alors, je te propose qu'on aille dans un endroit un petit peu plus calme. Bien. Et aujourd'hui, c'est vrai que la mer est extrêmement agitée, mais parce qu'elle était super contente que vous veniez. Je crois qu'elle avait envie de vous montrer ce qu'elle était capable de me faire. Je crois que ton amant était très excité en tout cas. Très heureux Il était chaud, hein? de partager ce moment avec vous. Allez, on va aller voir. Avant de savoir comment elle s'y est prise, qu'est-ce que vous en pensez, vous, des fantasmes ? Alors, j'en ai pas mal parlé d'ailleurs avec mon dernier partenaire et je lui demandais s'il lui avait des fantasmes parce que moi, j'en ai pas. Et je me demandais si c'était normal de pas en avoir et lui m'a dit qu'il en avait pas non plus. Alors là, je vais vous décevoir. C'est pas que je veux pas les raconter, c'est que je n'en ai pas. J'ai envie ni d'un tordu ni d'un voyou. J'ai envie du mec qui est à côté de moi, voilà. Les fantasmes, non, pour moi, c'est pas très important dans ma vie sexuelle. J'en ai assez peu. Le fantasme, pour moi, vient nourrir grandement la sexualité. Ça peut
même être comme un tiers que vous invitez, même au moment de l'acte, qui va être là et qui va être parlé, qui va être joué. C'est l'essence de la machine, en fait, je pense. Et c'est quelque chose qui va être aussi en perpétuelle exploration, en perpétuelle évolution. On n'est pas uniquement des êtres sexués, sinon on ferait comme les animaux, on se reproduirait 1 à 2 fois par an et ça s'arrêterait là. Donc c'est aussi un imaginaire, c'est aussi une histoire qu'on a envie de se raconter. Moi, j'arrive plus facilement à atteindre l'orgasme quand je laisse mon imaginaire travailler. Quand je ferme les yeux et que je me laisse porter à l'imagination. Pas forcément d'être avec quelqu'un d'autre, mais d'imaginer des scènes, d'être dans un lieu. Comment stimuler nos fantasmes ou les faire émerger quand on pense ne pas en avoir? À Barcelone, la sexologue et psychologue Kathleen Smooth a carrément décidé d'imaginer faire l'amour avec l'océan. Elle va tout nous expliquer, mais avant, elle va montrer à Adriana et à Michel une technique de réalité virtuelle développée pour aider les femmes, et plus largement les couples, à nourrir leur imaginaire érotique afin d'être plus épanouis sexuellement. Et du coup, hop, donc ça part ici. La première expérience consiste à entrer dans la peau de l'autre en échangeant les corps. Il suffit d'enfiler un casque de réalité virtuelle. Et à tour de rôle, d'effectuer des mouvements que l'autre reproduit. Les écrans de contrôle renvoient l'image que nos animateurs perçoivent. Cette image, c'est ce que voit Michel. Il est dans le corps d'Adriana. Pour la première fois de ma vie, j'ai les jambes les plus grandes du monde. Et voilà ce que perçoit Adriana. Elle est dans le corps de Michel. Oh my God! Qu'est-ce que tu fais? Cette expérience sert à imaginer ce que son partenaire ressent. Cela stimule l'empathie. L'expérience est encore plus troublante quand il y a contact physique. Alors là, attends. Là, ce qui est fou, c'est que Michel a vraiment l'impression que ses mains et ses sensations sont celles d'Adriana. je me serre la main, en fait. Ouais. Hein? Tu te serres ta main, toi. Et inversement. Tiens, moi, je vais... Nous-mêmes. Moi, je vais me câliner à moi-même. Câlin. Mais je suis très agréable en câlin, en fait. Ouais. Je me roulerais bien une pelle. Je l'aime. Le cerveau s'y perd. Mais à quoi cela peut-il servir concrètement sur le plan des fantasmes? C'est le fait de pouvoir être à l'écoute de l'autre, comprendre ce que la personne est en train de vivre pour pouvoir avoir une relation et une connexion érotique qui est plus importante et plus riche en termes d'émotions, de sensations. Typiquement, moi, ce que j'ai pu voir avec les couples, quand les couples, ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, des fois, ils osent plus se raconter les fantasmes. Pourquoi? Parce qu'ils sont très amoureux et en fait, ils ont beaucoup plus peur du jugement de l'autre sur leur imaginaire érotique. Et il y a ce petit côté où on se connaît par cœur, je vais être ridicule. On a peur un peu plus du ridicule. De toute façon, les consultations chez le sexologue, très souvent, c'est quand des couples viennent parce que ça va pas très bien au lit, c'est parce que et souvent ils expriment ce sentiment de ne pas pouvoir dire à l'autre ce qu'ils auraient envie d'avoir. Ouais, et parfois, après des années, voire des décennies de relations sexuelles insatisfaisantes, en général pour la femme d'ailleurs, parce que c'est vrai, elle n'a jamais osé exprimer à l'autre ce qu'elle aimerait qu'on lui fasse. Parce que peut-être qu'elle a peur que son Non, c'est mari de la lui dise pudeur. pourquoi Il y a aussi de la tu veux ça pudeur. maintenant? Ou si jamais, oui, quand on demande de nouvelles choses, l'autre partenaire puisse penser que tiens, oh là là, je suis mauvais. Mais si l'autre en face, ça l'intéresse pas. Si l'autre en face, il n'a pas du tout envie de faire ce que tu lui demandes. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce Eh cas-là? on teste l'autre projet. Allons-y alors. Allez, c'est parti. La deuxième expérience, toujours pour réalimenter son imaginaire érotique, se vit normalement en couple. L'un des partenaires est dans la situation d'Adriana et l'autre dans celle de Kathleen. Dans cette expérience, tu vas pouvoir te faire draguer par une très sympathique espagnole sur un rooftop. OK? Très sympathique espagnole. Sur une femme espagnole. Une femme? Là, c'est une femme. Je sais pas si ça va marcher, c'est une femme, hein, je te le dis tout de suite. Dans tous les cas, dans l'expérience, je vais te toucher, OK? Allez, c'est parti. Je vais te laisser enfiler le casque. Grâce à son casque de réalité virtuelle, Adriana se retrouve sur une terrasse face à une inconnue. Une légère brise se lève. Et qu'on comprenne ou non ce que cette personne raconte, peu importe. On saisit rapidement qu'elle est dans une posture séductrice.
Kathleen accompagne les actions de la comédienne dans le monde réel pour aiguiser les sens d'Adriana, comme ici avec un verre de vin. Ok. J'aimerais bien, mais bon, il n'y a pas en vrai. Et le résultat semble vraiment... Vraiment... Qu'est-ce que tu fais? efficace. Oh my god! Oh! Ah, quand même pas! Ah! Tu es à l'aise, putain? Non, pardon. L'originalité de ce type d'application est de mélanger le réel via les sens et le virtuel pour que l'expérience reste bien tangible. C'est trop bien. C'est dommage que c'est pas un mec, merde. J'enlève. Ah non, mais un truc de fou. Ouais, c'est cool. Ah, ça marche vachement bien. Oh, on dirait que c'est pour le bon. Vraiment. J'avais quand même envie de la toucher. Ouais, c'est assez... En fait, ce qui est étrange, c'est vraiment le mix entre le réel et le virtuel. Et après, c'est de créer plein d'expériences où tu peux être dans la peau, mais aussi de personnes, par exemple d'une sirène ou d'un monstre, ou dans la peau d'un homme, d'une femme, interagir avec différentes choses. On peut revisiter des mythes grecs en version érotique pour faire l'amour avec des dieux, etc. Non, mais c'est que je ressens vraiment... C'est une excitation, je la ressens. Pourtant, je n'étais pas du tout... ça va vite, hein, on peut dire. Ça va vite. C'est une femme, du coup, c'était pas prédisposé de m'arriver. Pourtant, c'était bien. Merci. Bah, de rien. Au tour de Michel, avec la même scène. Je comprends pas ce qu'elle dit, mais c'est très sympathique. Spectacle garanti avec ses réactions, mais aussi avec celle d'Adriana qui l'observe. Oula! Bonjour mademoiselle. Bon bah d'accord alors. Oula vache, mais on s'y croirait hein. Oh là là. On peut recommencer. C'est possible. C'est étonnant hein. T'as vu comme c'était bien? C'est top. C'est comme incroyable. vrai. Mais est-ce que ça t'a excité quand même? Bah, c'est-à-dire que, comme là, on est excité, je connais pas la dame. Tu vois, si c'est quelqu'un... C'est un fantasme, tu n'as pas besoin de connaître des gens dans tes fantasmes. Oui, alors à ce moment-là, oui, avec une inconnue. Mais oui, c'est assez troublant. Hein, En fait, c'est un peu une porte d'entrée vers des nouvelles choses que tu peux tester ensemble. Donc nous, dans nos expériences, là, c'est un prototype, donc vous n'avez pas la suite. Mais dans la suite, en fait, il y a toujours quelque chose qui t'appelle à revenir au réel. Typiquement, la nana là, qui te drague dedans, à un moment, elle te dit « Attends, je vais chercher une copine. » Et puis tu te retrouves devant une porte, il faut que tu ouvres la porte, ça te demande d'enlever ton casque. Et la copine, c'est ta partenaire. C'est un scénario, tu peux créer ton propre fantasme en réalité virtuelle. Tu inventes n'importe quoi, ils te le font. On est très, très à l'aise. Tu as vu que tu es à l'aise parce que tu sais que, quelque part, tu sais que c'est pas réel. Donc, il y a aussi ça qu'on peut se permettre. On peut se laisser aller, on peut se permettre. C'est un jeu. Et ça, c'est un plus énorme. Ça donne le désir de suite. Oui ou non? Oui, non, oui. Je sais pas, c'est que moi. Kathleen Smooth a poussé encore plus loin ses investigations pour aider les femmes à nourrir leur imaginaire érotique afin d'être plus épanouies. Elle a participé à un programme de recherche en sexologie en se prenant elle-même pour cobaye. Le but ? Imaginer faire l'amour avec autre chose qu'un humain. En l'occurrence, avec l'océan. C'est dans ce genre de spa qu'elle a fait toute sa préparation pendant plusieurs semaines. Combien de temps ça t'a pris pour avoir vraiment cette relation avec l'océan? Sexuelle, alors c'était assez progressif. On va dire que pendant ces 6 mois de projet, il faut imaginer que je dors toutes les nuits avec des bruits d'océan. J'ai tout mon Instagram où c'est que des images d'océan. Je regarde des documentaires sur l'océan constamment. Je fais l'amour avec des bruits d'océan. Je me masturbe avec des bruits d'océan. Kathleen se reconditionne donc psychologiquement grâce à une totale immersion. Puis elle ajoute la technologie à sa démarche. Un casque de réalité virtuelle dans lequel elle ne regarde que des images d'océan. Là, on est dans les Açores, là.
Et encore plus étonnant, un jouet sexuel qui vibre en fonction des vrais mouvements océaniques. Donc le jouet, je l'ai déjà sur moi. Voilà. Il est en place. Il est en place. Et du coup, là, vous avez la carte là. C'est la carte météo marine, ça? Ouais, c'est la carte météo marine, donc avec les vagues. vents? Non, mais ça veut dire que par rapport à hauteur des vagues et le rythme des vagues, ton jouet va vibrer différemment. Donc typiquement, là, par exemple, en fait, ce qu'on sait, les vagues, elles vont rarement au-dessus de, on va dire, 15 mètres en moyenne. Okay, et du coup, le sextoys, on l'a codé pour que 14 égale maximum de puissance pour le sextoys et 1 mètre de vague égale minimum pour le sextoys. Kathleen, là, au moment où tu parles, il y a une question qui est évidente. Est-ce que tu prends plus de plaisir avec l'océan qu'avec ton mec? Non, je prends plus de plaisir avec mon partenaire. Il n'y a pas photo. Déjà parce qu'en fait, tu as tout ce côté tactile, etc. Et que tu as un autre type d'amour qui se crée. Voilà, c'est 2 amants différents. C'était comme si j'avais un amant, on va dire ça comme ça. Ça enrichit ta vie sexuelle. En fait, finalement, cet amour avec Océan. Je dirais que, en fait, toute exploration que je peux mener dans la sexualité vient enrichir ma sexualité personnelle avec mon partenaire. C'est comme si je m'étais beaucoup plus connectée à moi et que j'avais pu ouvrir toute une part de mon imaginaire érotique qui était à l'époque plutôt, enfin qui était close de ce côté-là. Et du coup, au niveau des sensations, là, ça a complètement enrichi ma sexualité de ce côté-là. Et je pense que ça a enrichi celle de mon partenaire aussi parce que, indirectement, ça lui a montré une autre manière de faire l'amour, une autre manière de communier avec moi et du coup avec l'océan parce que des fois, on était tous les 3, quoi. Kathleen Smooth fait partie de ceux qui pensent que la technologie, à condition d'être intelligemment utilisée, peut resserrer les liens humains. Là, j'ai une magnifique tortue. Son objectif n'est jamais de prendre du plaisir en solitaire, mais toujours d'enrichir une relation à 2. Là encore, on voit combien le cerveau est central dans notre rapport à l'érotisme. Mais ne nous le cachons pas, il y a un paramètre bien plus basique pour accéder au plaisir. Une condition sine qua non pour toutes les femmes, quel que soit leur profil. La connaissance de leur propre corps et de leurs zones érogènes.